Florence Marquis, je suis conseillère en soins infirmiers pour le volet jeunesse. Bienvenue à notre formation, donc notre capsule de formation intitulée Reconnaître les signes de choc pédiatriques. Donc, nous allons commencer par une courte mise en situation. Ensuite, nous allons aborder la physiopathologie de l'état de choc, puis l'évolution de celui-ci. Ensuite, les différentes interventions prioritaires à faire en état de choc. Et pour terminer, nous allons brièvement aborder les différents types de chocs. Pour la mise en situation maintenant. Donc, vous avez Laura, 18 mois et 10 kilos, qui vient d'être admise sur votre unité en raison d'une gastro-entérite. Donc, au rapport, vous avez appris que Laura a eu 4 selles liquides dans les dernières 12 heures et 2 vomissements. Donc, les parents de Laura affirment que celle-ci, elle refuse de boire depuis maintenant 4 heures et que sa dernière émission remonte à il y a plus de 8 heures. De quelles complications Laura est-elle à risque si elle ne l'est pas déjà? Donc, la réponse, c'est la déshydratation. Donc, lors de votre tournée, Laura est irritable et pleure, mais elle ne présente pas de larmes. Vous évaluez son tonus, son rythme respiratoire, sa température ainsi que son rythme cardiaque. Quels sont les éléments manquants à votre évaluation? Donc, il y a plusieurs éléments manquants à notre évaluation, mais les éléments prioritaires, ça serait l'état de conscience, le retour capillaire ainsi que la tension. Donc, si on voulait faire un petit résumé là, des éléments possibles à évaluer, voici ce que ça représenterait. Donc, on aurait nos symptômes complets, l'apparence, le tonus, l'état de conscience, par exemple la léthargie ou encore la présence de somnolence, la consolabilité, donc est-ce que l'enfant est capable d'être consolé, la circulation, par exemple, donc présence de pâleur ou encore des muqueuses pâles, moiteur, marbrure, la cyanose, encore une fois, donc l'hydratation, ainsi que le travail respiratoire, donc mouvement ou encore des bruits anormaux. Donc, quelques heures plus tard, la mère de Laura vous avise que celle-ci, elle semble plus somnolente. Vous rendez rapidement au chevet de Laura et vous effectuez votre évaluation. Donc, elle présente un teint pâle, les extrémités qui sont froides et un retour capillaire qui est augmenté. Pour ce qui est de ses symptômes, donc elle présente une fréquence cardiaque à 165 par minute, une fréquence respi à 70 par minute, une saturation à 92% à l'air ambiant, une pression à 75 sur 38 et une température rectale à 37 degrés Celsius. De quelles complications souffre Laura? Donc, la réponse est le choc hypovolémique. Et quels sont les éléments qui vous ont permis d'en arriver à cette conclusion? Donc, c'est quoi les éléments qui nous ont permis de se dire que Laura n'est plus juste en déshydratation? Donc, il s'agirait de la présence de tachycardie, les extrémités froides, l'hypotension ainsi que l'altération de l'état de conscience. Il aurait été également possible de dire les symptômes anormaux, le teint pâle, le temps de retour capillaire qui est augmenté également. J'aimerais faire un retour avec vous là, sur les signes vitaux en pédiatrie. Comme vous le savez, les valeurs de référence des signes vitaux, ils varient selon l'âge de l'enfant. Donc, dans la situation actuelle, Laura, elle est âgée de 18 mois. Donc, elle devrait présenter une fréquence cardiaque à l'éveil entre 98 et 140 battements par minute. Dans la mise en situation, elle présente une fréquence cardiaque qui est à 165 par minute. Pour ce qui est de la fréquence respiratoire, maintenant, Laura, elle devrait présenter une fréquence respi entre 22 et 37 respirations par minute. Donc, sa fréquence cardiaque, non, plutôt, excusez-moi, sa fréquence respiratoire de 70 par minute est nettement au-dessus de la normale. Il en va de même pour sa pression artérielle également. Donc, pour le groupe d'âge, Laura devrait présenter une pression entre 86 et 106 sur 42 à 63. Donc, Laura est en hypotension avec une pression de 73 par 39. N'hésitez pas à consulter cette aide-mémoire qui est disponible sur l'espace clinique. Nous allons maintenant poursuivre avec la physiopathologie de l'état de choc. Donc, l'état de choc, c'est une conséquence d'une défaillance circulatoire qui résulte d'une hypotension, qui va donc être responsable du choc hypovolémique, encore d'une modification de la résistance vasculaire périphérique, qui va être responsable du choc septique ou encore du choc distributif, ou encore d'une défaillance de la pompe cardiaque, qui va être responsable du choc cardiogénique. Les différents types de chocs qui seront vus plus en détail plus tard dans la formation. Est-ce que vous le saviez? Les causes de l'état de choc qui peuvent varier, mais les conséquences physiologiques, ils sont les mêmes. Donc, nous allons maintenant regarder plus en détail la physiopathologie de l'état de choc. Donc, vous avez une défaillance circulatoire qui va causer votre état de choc, ce qui va entraîner une diminution du retour veineux vers le cœur, ce qui va provoquer une diminution de la PA veineuse ainsi qu'une diminution du débit cardiaque, ce qui va entraîner une hypotension, ce qui va donc provoquer également une augmentation de la fréquence cardiaque comme mécanisme compensatoire.
Ma défaillance circulatoire donc va causer mon état de choc qui va entraîner également la libération d'hormones dans le but de conserver les liquides de l'organisme qui vont être dirigés vers donc mes organes essentiels comme le cœur et les poumons, ce qui va provoquer une diminution de mon débit sanguin vers la peau, ce qui va donc entraîner qu'elle va devenir froide et moite et provoquer une augmentation de mon temps de remplissage capillaire. Une diminution de mon débit sanguin vers les reins va également provoquer une diminution de ma diurèse et une diminution des débits sanguins vers les muscles et les viscères. Mon état de choc va aussi entraîner une diminution de la réserve en oxygène, ce qui va entraîner un processus anaérobique, qui va provoquer une donc acidose et ce qui va provoquer une augmentation de mon travail respiratoire. Mais qu'est-ce qu'on retient de ce schéma-là? C'est que les conséquences physiologiques principales, et ce peu importe le type de choc, sont l'hypotension, l'hypoxie tissulaire et l'acidose métabolique. Nous allons maintenant voir l'évolution de l'état de choc. Donc, l'état de choc, peu importe le type, hypovolémie, septique ou cardiogénique, il va évoluer selon trois stades. Donc, soit le choc compensé, puis le choc décompensé et pour terminer, le choc irréversible. Le premier stade, c'est le choc compensé. Pour ce qui est des conséquences physiologiques, comme le nom du premier stade l'indique, les fonctions des organes vitaux sont maintenues par les mécanismes compensatoires. Donc, le débit de sanguin peut être normal ou élevé, mais il va être inégalement distribué. Pour ce qui est des manifestations cliniques, l'enfant il peut présenter de l'anxiété, de l'irritabilité, une tachycardie qui est inexpliquée, une TA normale, mais une diminution de ma TA différentielle, donc de ma MAP, de ma PAM. Je pourrais aussi voir une pâleur, une soif, une diminution de la diurèse, ainsi qu'une diminution de la perfusion aux extrémités. Si aucune intervention est faite ou encore donc l'intervention n'est pas efficace, l'état de choc va évoluer vers le deuxième stade, soit le choc décompensé. Donc les conséquences physiologiques euh, à ce stade sont la présence d'un débit sanguin qui est inadéquat malgré les mécanismes compensatoires, ce qui entraîne donc une défaillance circulatoire qui va progresser. Il va y avoir l'apparition d'hypoxie tissulaire, d'acidose métabolique et de dysfonctionnement de tous les organes. Les manifestations cliniques sont une confusion et de la somnolence, une tachypnée, une acidose métabolique modérée, une oligurie, une diminution de la surgescence cutanée, les extrémités froides et pâles, ainsi qu'une augmentation du temps de remplissage capillaire. Pour terminer, nous avons le troisième stade, donc le choc irréversible. À ce stade, peu importe les interventions thérapeutiques qui sont faites, les lésions des organes vitaux comme le cœur et les poumons sont irréversibles. Donc, même si on arrive à normaliser les paramètres cardiovasculaires, le décès est inévitable. Les manifestations cliniques sont un pouls filiforme ou faible, une hypotension marquée, une respiration périodique ou encore la présence d'apnée, une anurie ou encore une stupeur ainsi qu'un coma. Il y a plusieurs manifestations cliniques qui nous ont été présentées dépendamment du stade de l'état de choc et il est important de les reconnaître pour être en mesure de les connaître pour être en mesure de les reconnaître. Mais si on pouvait vous résumer les principaux signes distinctifs de l'état de choc, donc les quatre éléments prioritaires à évaluer, il s'agirait du degré de tachycardie, la perfusion sanguine aux extrémités, l'état de conscience et la l'ATA. Il est vrai que l'hypotension n'apparaît qu'au dernier stade, donc il est d'autant plus important d'être à l'affût de la présence d'une hypotension. Attention, les mécanismes compensatoires de l'enfant, ils sont très efficaces. Fait que les premiers signes peuvent être subtils. Lorsqu'il décompense, il le fait rapidement. Donc, on va faire un petit rappel sur le triangle d'évaluation pédiatrique. Donc, j'ai mes trois côtés. Mon premier, c'est mon apparence. Fait que le timbre de la voix, l'interaction avec le milieu, est-ce que mon enfant peut être consolable, le regard, le tonus, l'état de conscience. Mon deuxième côté, c'est mon travail respiratoire. Présence de battement des ailes du nez, donc de banne, de tirage, les bruits anormaux, donc la position de l'enfant lors de la respiration, ainsi que le rythme. Et mon dernier côté, qui est mon état respiratoire. Donc, présence de rougeur, pâleur, marbrure, cyanose. Donc, si je n'ai pas de côté d'atteinte, mon enfant va bien. Un côté d'atteinte, mon enfant va moins bien. Deux côtés ou plus, mon enfant ne va pas bien. Nous allons maintenant aborder la section portant sur les interventions prioritaires lors de l'état de choc. Comme les réactions physiologiques selon les trois types de choc, soit le choc hypovolémique, septique, cardiogénique, sont semblables, les interventions prioritaires sont également les mêmes.
Donc, soit en numéro 1, l'assistance respiratoire, en deuxième, l'administration de liquide, en troisième, le soutien cardiovasculaire, et au centre de tout cela, on a le soutien général. Donc, c'est le poumon qui est l'organe le plus sensible à l'état de choc. Ça peut s'expliquer parce que, dans un premier temps, il peut avoir un enjeu de perfusion du poumon, ce qui va causer donc, qui est plutôt causé par la défaillance circulatoire. Puis comme on s'en rappelle, c'est responsable de l'état de choc. Et par conséquent, ça va me créer également un enjeu au niveau des échanges gazeux. Pour toutes ces raisons, l'intervention prioritaire, c'est l'assistance respiratoire. Soit, première étape, dégager les voies respiratoires ainsi qu'administrer de l'O2 par masque à 100%. C'est également à cette étape-là qu'on va se préparer à l'intubation. Donc, l'intubation donc précoce, ça permet de diminuer l'effort respiratoire et d'améliorer les échanges gazeux. Notre deuxième intervention prioritaire, c'est l'administration de liquide. Comme vous le savez, la cause principale du choc, c'est la défaillance circulatoire. Donc, l'administration de liquide, ça vise à rétablir un volume sanguin adéquat dans le but, entre autres, d'améliorer la distribution de l'O2 dans le système. Fait qu'il s'agit d'une solution saline 0,9% ou encore un lactate léger qui est à privilégier. À cet état, il est également possible d'administrer d'autres solutions de remplissage, par exemple un culot globulaire. Fait qu'il s'agit de s'assurer d'avoir un accès vasculaire perméable, IV ou encore intraosseux. Vous visez l'installation d'une voie veineuse dans les 5 premières minutes de quand on commence à intervenir. Fait que si la voie IV n'est pas possible, n'hésitez pas à recommander l'installation d'une voie intraosseuse. En deuxième temps, l'administration rapide du liquide selon la prescription. Fait initialement, ça pourrait être du 20 ml par kilo en 5 à 20 minutes. Le mot-clé, c'est rapidement. L'administration des bolus en 30 à 60 minutes, c'est indiqué lorsqu'on veut rétablir, par exemple, une déshydratation, pas lorsqu'on traite l'état de choc. Donc, attention, la TA ainsi que la diminution de la fréquence cardiaque dans les cibles normales pour l'âge, ça indique que la réanimation liquidienne fonctionne. Puis vous allez remarquer ce changement-là là, rapidement si votre réanimation liquidienne fonctionne bien. Donc, ma troisième intervention, soit le soutien cardiovasculaire, il s'agit vraiment de tout ce qui est mon soutien pharmacologique. Fait qu'il permet d'augmenter la contractilité du myocarde, d'inverser l'acidose métabolique ou respiratoire et de maintenir les tensions dans les cibles normales. Principaux médicaments, c'est la dopamine et l'épinéphrine. Au centre de nos trois interventions prioritaires, on va retrouver le soutien général. Le soutien général, il comprend là, toutes les interventions connexes. Par exemple, le fait d'effectuer un moniteur cardio-respiratoire en continu. C'est pas possible. À ce moment-là, absolument, il faut un soutien là, en continu, un pour un. Également, à ça s'ajoute une surveillance étroite des signes vitaux. Selon la littérature, ça devrait être au minimum 15 minutes, mais c'est sûr que vous pouvez les rapprocher beaucoup plus que ça. Il y a également l'évaluation régulière de l'état de conscience, l'installation d'une sonde pour la surveillance de la diurèse et ne pas oublier de maintenir l'enfant chaud et au calme. Est-ce que vous le saviez que la position privilégiée pour l'enfant, donc quand je traite l'état de choc, c'est allongé avec les jambes surélevées? Pourquoi? Ben, c'est parce que cette position-là, elle permet d'augmenter le retour veineux vers le cœur et améliorer la perfusion. Attention, il ne s'agit pas d'installer l'enfant en déclive, c'est simplement de surélever les jambes. Maintenant, on va aborder les types de chocs. Avant de poursuivre, est-ce que vous pouvez me rappeler c'est quoi déjà les éléments prioritaires à évaluer lors de l'état de choc? Il s'agit bien sûr de MATEA, degré de tachycardie, l'état de conscience ainsi que la perfusion des extrémités. Très bien. Donc, les différents types de chocs. En premier, on a le choc hypovolémique où l'hypovolémie en est responsable. Ensuite, j'ai mon choc septique, donc qui est causé par la modification de ma résistance périphérique. Et j'ai ma défaillance de la pompe cardiaque qui cause mon choc cardiogénique. Donc, le choc hypovolémie, excusez-moi, c'est l'hypovolémie qui en est responsable. J'ai plusieurs causes fréquentes. Par exemple, diarrhée, hémorragie, vomissement, ingestion insuffisante de liquide, de diurèse osmotique. Mais qu'est-ce que la diurèse osmotique? Il s'agit de l'augmentation de l'élimination de l'urine qui est liée à une plus grande filtration du sang au niveau des reins. Est-ce que vous connaissez une pathologie où l'enfant présente une diurèse qui serait très augmentée sans vraiment de raison apparente? Et vous l'avez deviné, il s'agit des diabètes qui est non contrôlé. Il peut aussi avoir la fuite de liquide dans l'espace interstitiel ou encore les brûlures. Donc, les grandes brûlures, ça engendre une hyperperméabilité des capillaires, donc une perte de liquide vers l'espace interstitiel. Attention, le choc hypovolémique, c'est l'état de choc le plus fréquent chez les enfants.
J'ai également le choc septique maintenant, qui se définit par une septicémie qui est accompagnée d'un dysfonctionnement de certains organes et d'une hypotension. Donc, la réponse immunitaire exagérée va engendrer une vasodilatation diffuse ainsi qu'une augmentation de la perméabilité des capillaires, ce qui va créer donc une perte de liquide à l'extérieur de la circulation sanguine, qui va engendrer une distribution inadéquate du débit sanguin. Voici un peu les particularités du choc septique. Gardez en tête qu'il serait possible de transposer les manifestations cliniques qu'on va vous présenter selon les différents stades d'évolution de l'état de choc, soit le choc compensé, décompensé et irréversible. Donc, mon stade numéro 1, mon stade initial, également appelé mon choc chaud, c'est à ce stade-là que l'enfant a les meilleures chances de survie. Donc, à ce stade, il y a présence de frissons et de température, ainsi qu'une vasodilatation avec une augmentation du débit cardiaque, donc une chaleur cutanée. Pour ce qui est des signes vitaux, je pourrais avoir à ce moment-là une TA puis une diurèse qui est normale. Par la suite, le choc septique va évoluer vers mon stade numéro 2, qui est mon normodynamique, également appelé le choc froid. Ce stade est d'une très courte durée, il dure quelques heures. Ce qui peut être faussement trompeur, c'est que mon enfant ne présente plus de fièvre. Donc la peau, elle est froide, j'ai une diminution de la diurèse, un déclin de l'état mental, une décompensation circulatoire qui va progresser vers un collapsus circulatoire. Donc le pouls et la TEA, ils peuvent être normaux au début de ce stade-là. Et pour terminer, j'ai le troisième stade, soit le choc tardif, ce qui est aussi le stade le plus dangereux. Fait que j'ai une présence de détérioration de la fonction cardiaque, une hypothermie, ainsi que des extrémités froides, une oligurie ou encore une anurie, léthargie grave au coma, une défaillance de plusieurs organes. Sans surprise, à ce stade, le pouls est faible et il y a présence d'une hypotension qui est marquée. En plus des interventions prioritaires déjà mentionnées, soit l'assistance respiratoire, l'administration de liquide, le soutien cardiovasculaire ainsi que le soutien général, le choc septique comprend l'administration d'antibiotiques à large spectre qui doivent être administrés le plus rapidement possible, préférablement dans la première heure si ce n'est pas déjà fait. Pour ce qui est du choc cardiogénique maintenant, c'est le résultat d'un dysfonctionnement du myocarde. Donc le cœur est dans l'incapacité de pomper efficacement le sang. Donc, l'oxygénation des tissus et des organes, elle est donc compromise. Les causes principales sont les cardiomyopathies, les myocardites, les arythmies, les cardiopathies congénitales, les périodes post-opératoires suite à une chirurgie cardiaque. Est-ce que vous le saviez que le choc cardiogénique peut être également causé par l'apport inadéquat d'oxygène vers le myocarde dû à un autre type de choc qui serait non traité? Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ben, les principaux signes de choc sont le degré de tachycardie, la perfusion sanguine aux extrémités, l'état de conscience ainsi que la TA. Et les interventions prioritaires sont l'assistance respiratoire, l'administration de liquide, le soutien cardiovasculaire et le soutien général. C'est ce qui termine notre formation portant sur les signes de choc pédiatrique. Merci de votre attention et n'hésitez pas à interpeller votre conseillère en soins infirmiers pour tout questionnement. Merci et bonne journée.